Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via internet, ainsi que via la RNT 24h sur 24, la radio numérique terrestre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine Santé Spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Dautrive. Bonsoir Roxane, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Comment allez-vous Frédéric? Super bien. Le soleil est là, il fait beau, il fait pas beau, mais en fait c'est pas très grave, je m'en fous, moi il fait beau à l'intérieur, tout va bien. Il fait beau à l'intérieur. C'est déjà ça. Effectivement. Moi mon climat il est toujours le même. Ah, c'est intéressant, vous allez nous livrer les secrets de cet état... D'un climat toujours tempéré, ouais, voire même au beau fixe, ouais, tout à fait, avec grand plaisir, oui. Parce que vous pratiquez la psychomaïotique, oui. Hein, on va le définir oui. par la suite, oui. En quoi vous êtes aussi astrologue karmique, oui. Hein, ça ce sont... des éléments que vous intégrez à la psychomaïotique. Issu de l'école d'astrologie d'évolution d'Irène Andrieux. Ça parlera peut-être pas à personne, mais c'est pas grave, je le précise. Voilà, c'est fait. Et vous êtes aussi sophrologue. Voilà, c'est ça, absolument. De retour dans ce nouveau magazine Santé Spiritualité avec Frédéric Dautrive. Pardonnez-moi Frédéric. La technique, c'est la technique. Voilà. Hein. On en était à cet état ensoleillé que vous trouvez notamment grâce à la psychomaïotique. Donc qu'est-ce que cet outil et comment l'avez-vous découvert? Comment c'est venu, oui. C'est parti de mon histoire, ça fait partie de mon histoire personnelle. Je suis atteint d'une pathologie très grave et mortelle, toujours à ce jour, qui a occasionné dans son sillage, qui a entraîné dans son sillage des problèmes de vue, parce qu'aujourd'hui je suis malvoyant. Donc malvoyant, c'est pas parce qu'on a des problèmes de vue très légers qui nécessitent de mettre des lunettes. Malvoyant, c'est le stade qui précède la cécité. C'est juste pour que les gens fassent bien la différence. Donc voilà, donc mon histoire est partie en 1995, enfin un petit peu avant d'ailleurs, mais en 95 j'ai failli mourir. Mon intention quand j'ai su que j'allais mourir était de mourir en paix. C'était pour moi la chose la plus importante et la plus essentielle qui soit, parce que mourir finalement, tout le monde meurt, mais bon... je préférais dans ces conditions-là mourir vraiment dans un état de paix profond. Et finalement, chemin faisant, c'est quelque chose qui est devenu mon cheval de bataille prioritaire. Et c'est comme ça que j'ai entamé un profond travail sur moi en solitaire. Et ce travail, étant donné que je ne pouvais plus travailler sur un plan social à cause de ma perte de vision, du coup, ça m'a permis pendant... j'ai profité en fait de 15 années de retraite obligée, j'allais dire, quelque part, pour pouvoir avoir et me consacrer du temps, essentiellement. Donc la psychomaïotique est en fait un travail aujourd'hui auquel j'ai donné ce nom-là. La maïotique surtout est une appellation venant de Socrate, donc ça remonte à pas mal de petites années. Et Socrate, la maïotique veut dire en fait être dans l'accouchement, et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obstétriciens qui ont repris aussi ce terme-là, mais Socrate l'entendait surtout sur un plan de l'esprit. Donc accoucher de ses propres vérités, accoucher de ses propres dictats mentaux et en être conscient a été pour moi une étape nécessaire et importante. Donc psychomaïotique, parce que psycho devant, parce qu'on comprend bien que c'est le psyché dont il est question et non pas des questions d'enfantement, pour faire bien la différence avec les obstétriciens, bien sûr, pour pas qu'il y ait de confusion. Et donc durant ces 15 années où je me suis accordé tout ce temps, j'ai fait un travail profond sur moi pour découvrir en fait que le fonctionnement de l'être humain est une simplicité absolument étonnante et surprenante,
D'une simplicité étonnante, vous dites, parce qu'apparemment on pourrait penser le contraire. Oui, bien sûr. Quand l'esprit est confus et embrouillé par son conditionnement, c'est en effet, c'est un apprentissage à se poser les bonnes questions. Et ça, c'est un apprentissage, de se poser les bonnes questions, de pas se démêler, de pas s'emmêler d'un pinceau avec les problèmes comment dire, faire le distinguo entre les problèmes de fond et les problèmes de forme. Et bien souvent, les gens se prennent les pinceaux avec les problèmes de forme. Vous pourriez nous donner un exemple ? Au lieu du problème de fond. C'est d'ailleurs tout ce qu'on fait dans la société. Les médecins gèrent les problèmes de forme et les symptômes, au lieu de s'attaquer aux problèmes de fond. Les médecins s'attaquent surtout à la maladie. Mais ils ne connaissent pas en eux-mêmes la dynamique de la santé. Donc ils gèrent les symptômes. Et en fait, dans la vie de tous les jours, les gens essayent de gérer les conséquences des causes qui les ont engendrées. Voilà, plutôt que d'aller s'interroger sur la cause qui a engendré les conséquences. Donc on est vraiment dans la loi de causalité, c'est ce que j'ai découvert dans mon travail au fur et à mesure, malgré moi. Je n'avais pas une orientation spécialement bouddhiste, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quand même des paroles de Bouddha que je retrouvais dans la façon dont j'étais amené à vivre ma vie, à la percevoir, surtout à la comprendre. Donc quand je dis que c'est toujours l'art de se poser les bonnes questions, d'ailleurs Socrate en parlait aussi, un homme bien interrogé est un homme qui découvre de lui-même la vérité et qui a les réponses en lui, parce que nous avons les réponses en nous. Voilà, donc du coup, psychomaïotique, en tant que psychomaïoticien, j'aide les personnes à accoucher de leur propre vérité et à se défaire et à se libérer définitivement de ce qui ne leur convient plus. Des pensées qui, jusqu'ici, les ont obsédés, consciemment ou inconsciemment, et leur a amené à vivre des expériences qu'ils ne s'attendaient pas à vivre. Oui, tout comme moi. Selon vous, on pourrait dire que tout est croyance, tout est conditionnement. Absolument. Tout est croyance et tout est croyance, tout est conditionnement et croyance en conditionnement. Si on dit à un enfant très jeune qu'il est fragile, qu'il n'y arrivera pas tout seul, et l'enfant le croit, c'est tout, il prend ça comme une vérité absolue. Parce que ça vient des parents. Et comme les parents le croient aussi, finalement tout le monde y croit. Et on acte derrière de la même manière, c'est-à-dire qu'on agit en conséquence dans l'alignement de la façon dont on pense. J'ai toujours tendance à penser maintenant que le mental est un jukebox dans lequel on est libre de mettre le disque qu'on a envie de jouer. Donc quel est le disque qu'on a envie de jouer ? Alors en même temps, il y en a peut-être qui vont penser que c'est facile à dire. Non, c'est simple, mais pas facile. Ça, je le reconnais, mais c'est simple. Et en même temps, ce qui fait que pendant des années, peut-être la méthode Coué n'a pas marché, ou en tout cas si mal, c'est parce que on n'avait pas compris à l'époque que derrière la pensée positive, il faut que la personne, il est nécessaire d'y ajouter un ingrédient, c'est-à-dire que la personne y croit. Une pensée positive ne peut pas fonctionner comme ça en elle-même si la personne derrière n'y croit pas. C'est toute une démarche, et pour arriver à croire à une pensée positive, faut-il arriver à savoir se départir de l'opposé, de la pensée négative. Mais c'est vrai que j'ai remarqué en moi-même, et je pense que les gens fonctionnent de la même manière, je ne suis pas différent des autres, les autres ne sont pas différents de moi, je ne suis pas un alien, je ne suis pas un extraterrestre, du moins je le pense. Jusqu'ici on ne m'a pas donné la preuve du contraire en tous les cas. Mais j'ai tendance à dire que tout le monde a la foi. J'ai cherché longtemps ce que c'était dans ma vie que la vérité. C'est quelque chose qui m'a brûlé l'océan pendant pas mal d'années. La foi aussi était une question qui me tarabustait. La paix était vraiment mon cheval de bataille. J'ai découvert que je me suis posé la question de savoir ce que c'était que la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et en fait, quand je me suis aperçu que j'adhérais complètement de manière aveugle à des croyances en pensant qu'elles étaient totalement vraies et sans en douter une seconde, je me suis dit mais c'est ça avoir la foi. Je me suis dit mais remplace une croyance négative par une pensée constructive et ne doute pas une seconde que ces pensées constructives puissent se manifester, et en fait on met en œuvre la foi mais dans l'autre sens. Donc en fait ça revient à dire que on a le choix de mettre dans son jukebox ce qu'on a envie d'entendre jouer. Sauf si on a récupéré les croyances de générations antérieures. Voilà.
Donc pour cela, il est nécessaire de les identifier. Est-ce que Et moi, j'aide à ça. J'aide à faire ce travail. J'aide la personne en fait à identifier les croyances, ce que j'appelle les croyances mères, qui donnent naissance souvent à des croyances filles. Et souvent, les croyances filles, en fait, sont les premières choses que la personne va énumérer d'une situation ou d'elle vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Et en définitive, quand je vais pousser la personne à fouiller beaucoup plus loin, vont se révéler les croyances mères. Je donne un exemple tout de suite comme ça, brut de décoffrage, hein, j'en profite, vu que c'est moi qui ai l'antenne. Je plaisante. Mais j'ai eu par exemple un client qui avait beaucoup de difficultés avec sa maman et quand il est venu me voir, en fait, justement, il s'était attaché aux conséquences, c'est-à-dire qu'il me disait avoir telle et telle difficulté, qu'elle n'arrêtait pas de le critiquer, que ça se passait comme ci et comme ça. Et évidemment que je l'ai aidé à faire ce travail pour pouvoir se départir déjà des pensées qu'il avait vis-à-vis de sa maman, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis aussi de sa mère, en relation avec sa mère. Et quand on a eu fait déjà ce premier petit bout de travail qui a duré à peu près une demi-heure, est arrivée la pensée mère. Et à un moment donné, la personne me dit... parce que je lui posais des questions en faisant aussi de mon ressenti et en fonction de ce qui m'était dit, et arrive la question cruciale où à un moment donné je lui pose une question qui fait que ça l'amène à rebondir sur quelque chose d'autre, et là il me sort je ne suis pas en paix avec ça pour l'instant parce que je me suis mis dans la tête que je devais rendre heureuse ma mère. Et ça, c'est une pensée mère. Et en fait, de là a découlé tous les ennuis qu'il a eu avec sa maman, qui n'a jamais été heureuse, et il a compris pourquoi en fait elle ne pouvait pas être heureuse. Un être humain ne peut pas être heureux malgré lui, et une tierce personne ne peut pas rendre une personne heureuse malgré elle. Quand il a eu compris ça, en fait, la paix a été réinstallée immédiatement. Il a compris que c'était la fin de son histoire, que c'était la fin d'un calvaire auquel il avait obéi, on ne sait pas comment. On ne sait pas d'où ça venait, mais il s'était mis dans la tête qu'il fallait qu'il rende sa mère heureuse. C'était un contrat qu'il avait rempli avec lui-même, alors consciemment, plus ou moins consciemment, mais ce jour-là est ressortie la pensée mère. Dès lors que la pensée mère a été mise à jour, on a pu vraiment travailler dessus et la faire tomber d'elle-même. Il s'est rendu compte de lui-même, en travaillant dessus, en le faisant travailler dessus, que ça ne tenait pas debout. Est-ce que ça nécessite une cohérence avec les actes que l'on pose dans sa vie quotidienne ? Là, en tous les cas, quand il a vu que tous ces actes, que toute la façon dont il s'y était pris avec sa mère, l'attitude qu'il avait avec elle et elle, l'attitude qu'elle avait avec lui, il s'est rendu compte que d'un seul coup, il s'est rendu compte que toute son attitude s'était alignée en fonction de cette croyance. Il pensait qu'il devait la rendre heureuse et il a tout fait pour faire ça. Et forcément, c'était un échec, puisque chaque année qui passait, sa mère lui renvoyait malgré elle, enfin je veux dire, sans lui dire clairement qu'elle n'était pas heureuse à cause de lui, mais lui voyait qu'elle n'était pas heureuse et lui s'en voulait. Il s'en voulait, donc il se rendait coupable. Il se rendait coupable, du coup il se mettait en colère contre sa mère, parce qu'il fallait absolument dans sa tête qu'elle soit heureuse, parce qu'il fallait que lui arrive à remplir son contrat. Mais en plus, il était critiqué, donc du coup ça compliquait encore davantage les choses. Alors, et du coup, quand il est arrivé en cabinet, avec les problématiques de forme, qui étaient qu'il était dans une problématique où il était en colère contre elle, elle le critiquait, lui n'était pas content parce qu'elle n'était jamais contente. Ça, c'est les problèmes de forme, c'est les conséquences. Et à un moment donné, je dis, mais il y a quelque chose dans le fond qu'on n'a pas réglé et on ne met pas le doigt dessus, je le sens. Donc on a poussé plus loin le bouchon et c'est sorti. Oui, ce qui explique que certaines personnes, on peut entendre dire certaines personnes, par exemple, je prends cet exemple d'une relation amoureuse, certains ont envie de rencontrer l'amour, une situation amoureuse, mais quand on creuse un peu, au final, on se rend compte qu'ils n'ont pas ces rencontres-là qui se présentent à eux, oui. Mais qu'ils le désirent pas profondément, qu'il y a des blocages qui empêchent. Voilà, c'est les blocages qui empêchent que ça se fasse. On peut vouloir une chose, tout le conditionnement peut vous dire le contraire. Et là encore, ça repart du même principe, c'est-à-dire qu'une personne qui a du mal à se dire dans la glace « je t'aime, je t'apprécie tel que tu es »,
je suis bien tel que je suis, etc., c'est évident qu'elle va avoir du mal à trouver ça à l'extérieur d'elle-même, dans l'entourage qu'elle va rencontrer. C'est évident, ça part du même principe. Une personne qui s'aime trouvera l'amour partout sur son passage. Ça ne sera que des miroirs de ce qu'elle est. Une personne qui veut voir la beauté dans le monde, il faut déjà qu'elle commence à voir la beauté en elle-même, dans tout ce qu'elle est, de lumineux. Mais une personne qui se critique, comme j'en vois beaucoup dans le cabinet, des personnes qui se déprécient, je ne vois que ça en fait. Je ne vois que des gens qui se déprécient totalement. Et moi, la première des choses que je leur fais faire, c'est dites-moi quelles sont vos qualités, apprenez à identifier, reconnaître et apprécier vos qualités. C'est une des choses les plus fondamentales. Et quand je leur demande quels sont leurs défauts, j'ai toujours un rouleau de papyrus de 100 mètres qui se déroule. Quand il s'agit de dérouler le papyrus des qualités et des choses merveilleuses qu'il se trouve, ça tient pas sur les doigts d'une main. Donc ça, c'est un véritable souci. Si on veut voir encore une fois la beauté dans le monde, il faut voir la beauté en soi. Si on veut être en paix avec les autres, il faut déjà commencer par être en paix avec soi-même. Si on veut pouvoir être aimé et aimer quelqu'un, il faut d'abord pouvoir s'aimer soi-même et se le dire, et se le dire en étant enchanté de se le dire en plus. Et qu'avez-vous appris du mental à travers cette expérience de chercheur à travers la pensée? Le mental est tout simplement, je dirais, un amplificateur et un résonateur du disque qu'on a envie de mettre. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment une question de choix. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui, sur quoi j'oriente mon attention? Est-ce que je vais continuer à orienter et à nourrir des pensées négatives me concernant, ou est-ce que je vais commencer à avoir une attitude à vivre en ami avec moi-même et non pas en ennemi? Le mental, en fait, est une chose assez neutre en soi. C'est un réservoir. Tout dépend ce qu'on y met. C'est ni un ennemi ni un ami, mais il peut devenir très vite un ennemi si en effet on y met des choses absolument pas constructives, voire destructrices. Ça peut devenir le plus grand des alliés si on y met des choses constructives, qui vous aident et qui sont utiles. Voilà. Alors on va ouvrir le standard dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs en quoi va consister cette démonstration de psychomaïeutique? Voilà, alors du coup j'invite les auditeurs à prendre un papier et un stylo. Il faut bien comprendre que là on est en studio, donc j'ai pas beaucoup de temps à accorder pour chaque personne, donc je pense qu'on en prendra 2, si ça va vite peut-être 3. Faut bien savoir que les consultations en psychomaïeutique durent entre 1h15, donc entre 75 minutes et 90 minutes. Donc je ne vais pas pouvoir évidemment faire tout le travail à la personne ici en studio, mais en tous les cas, je vais pouvoir donner un aperçu de la façon dont ça fonctionne. Je dis bien un aperçu, parce qu'on va peut-être pas pouvoir toucher du doigt le véritable nerf de la guerre. Néanmoins, prenez un papier et un stylo, repensez une situation soit récurrente, soit une situation antérieure qui vous a posé une grande difficulté, et énumérez en une phrase synthétique la problématique. Ne me racontez pas tout l'historique, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Je souffre de telle situation parce que, voilà, ou je souffre de telle personne parce que, ça c'est la première phrase que vous devez mettre par écrit, et toujours des phrases succinctes, et ensuite énumérer en 3 phrases courtes, pareil, très courtes. Numéro 1, donner les conclusions que vous avez tirées de cette expérience. Donc je me dis que, donner les conclusions de cette expérience que vous avez tirées vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, je me dis que à propos de moi vis-à-vis de cette expérience. Et la troisième, donner une troisième conclusion que vous en avez tirée à propos de cette expérience. Et ensuite, vous m'appelez et on décortique. Donc je répète, je souffre de telle situation ou à cause de telle personne parce que. Première phrase, donnez-moi une conclusion succincte de l'expérience
des conclusions que vous en avez tirées à propos de cette expérience, des conclusions que vous avez tirées de vous-même vis-à-vis de cette expérience. Et si vous avez encore une troisième conclusion ou une quatrième, vous la notez sur un papier, mais vous la notez. Ne me dites pas ça en live sur l'antenne, surtout pas, parce que ça va prendre trop de temps. Il faut déjà que vous ayez fait ce travail par écrit. Vous pourriez nous donner un exemple, Frédéric, concret? Je viens de subir, je souffre parce que je viens de subir une séparation avec mon petit ami. Donc ça, c'est la situation. Voici les conclusions que j'en tire. Je me dis que je ne suis pas faite ou je suis pas fait pour vivre avec quelqu'un, ou alors je suppose que de toute façon, à quoi bon de toute façon les gens ne sont jamais fiables. Ensuite, c'est vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire je pense en fait que je ne mérite pas du tout de vivre avec cette personne, ou alors au contraire c'est critiquer l'autre, c'est-à-dire quel hypocrite, quel égoïste, comment ai-je pu vivre avec une personne pareille, et ensuite donner éventuellement une troisième pensée ou une troisième conclusion. Quand je dis conclusion ou pensée, c'est la même chose, voilà. Et par écrit, ça faut que ça soit déjà écrit. Est-ce qu'il y a un lien avec le travail de Cathy Byron? Le travail d'investigation de la pensée. J'ai connu Cathy Byron en effet il y a, par l'intermédiaire de YouTube, et quelle n'a pas été en effet ma surprise de voir que la façon dont j'avais envisagé les choses et la manière dont elle travaillait en fait avait le même point en commun. Mais en même temps, elle et moi, Cathy Byron et moi-même, n'avons rien inventé. Bouddha l'a dit il y a x milliers d'années, parce que la loi de causalité on la retrouve, et quand à un moment donné Bouddha dit vous devenez ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez, on était exactement dans cette veine-là. Et d'ailleurs même le Dalai Lama a repris des phrases qui allaient dans ce sens-là. En ce sens, on n'a rien inventé, on n'a rien découvert, parce qu'il n'y a rien à découvrir, parce que rien n'a jamais été caché. Il faut juste redécouvrir les choses qui sont toujours de l'ordre de l'éternel et qui ne changeront jamais parce qu'elles font partie intégrante du divin et de l'humain. Voilà, parce que c'est pas séparé. Donc nous allons aborder la première page promotionnelle et après j'ouvrirai le standard pour ceux qui souhaitent se confronter à leurs croyances mères, les déceler afin de régler certaines situations problématiques dans leur vie. Oui. Alors le standard est ouvert pour ceux qui souhaitent effectuer cette approche d'investigation de la pensée avec Frédéric Dautrive. Vous composez le 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20. Et j'en profite en même temps pour continuer dans mes pensées, parce que j'étais en train de cogiter à la suite et aux conséquences de tout ce qui se passe au niveau des pensées. C'est que quelles que soient les pensées qu'on ait, et surtout quand elles sont négatives, il faut s'imaginer qu'elles ont évidemment un impact qui est de la même nature sur le corps. Et là, je renvoie les auditeurs à un éminent scientifique américain qui s'appelle Bruce H. Lipton, qui a mis sur YouTube « Sommes-nous prisonniers de nos gènes ?», qui a découvert que, alors que c'était un scientifique au départ qui avait une approche vraiment scientifique, donc une approche, j'allais dire, plus sur le détail que sur le global, qui s'est intéressé au fonctionnement de la cellule. Aujourd'hui, il s'aperçoit que le fonctionnement de la cellule, d'abord, est intégré au corps lui-même, et que le corps est un véhicule qui est influencé par la façon et la manière dont la personne perçoit sa réalité. Et ces informations sont transmises de manière chimique à la cellule par les modifications du milieu sanguin, et que la cellule ensuite va déclencher via l'ADN à l'intérieur de cellules un programme. Alors un programme qui peut s'appeler cancer, qui peut s'appeler leucémie, qui peut s'appeler maladie immunodépressive, qui peut s'appeler plein de choses. Donc on se rend compte aujourd'hui de l'impact sérieux que peut avoir un mode de pensée et à la fois un mode de stress sur le corps. Voilà, et que ça peut en effet déclencher des maladies. On pensait au départ, et lui, le premier, ce scientifique, était le premier à penser que le gène et l'ADN
était responsable des maladies. Et en gros, c'était, puisque c'est génétique, on ne peut rien y faire. Et finalement, de fil en aiguille, c'est une personne aujourd'hui qui englobe le corps et l'être humain dans quelque chose de beaucoup plus global. Et aujourd'hui, il a une vision beaucoup plus spirituelle de la chose, et tout en gardant son esprit scientifique. Et je trouve ça intéressant. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette démarche, parce que je voulais que mon système immunitaire arrive à flotter de lui-même. Voilà, donc j'ai fait aussi toute cette démarche. Ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est que les gens s'imaginent que la souffrance, leur souffrance psychique est due, est rattachée en fait souvent à une personne, a pour objet une personne, un événement, un fait. Et quand, pour reprendre l'exemple de ce monsieur qui est venu dans les difficultés qu'il avait avec sa maman, il s'est très vite rendu compte que l'objet de sa souffrance n'était pas sa mère, alors qu'au départ il pensait que c'était ça. Il s'est aperçu que l'objet de sa souffrance était la pensée qu'il avait entretenue pendant, je dirais, plus de 40 ans. Voilà, donc c'est pas le seul à avoir fait, à avoir évidemment été surpris de ça. La plupart de mes clients, quand ils viennent en cabinet, en fait, s'aperçoivent que l'objet de la souffrance n'est pas l'expérience qu'ils ont traversée, qu'ils pensaient être douloureuse, c'est les pensées et la perception qu'ils avaient à propos de cet événement, ou à propos d'une personne, ou à propos d'une relation, ou à propos d'un conflit. Et bien souvent, c'est nous en tant qu'êtres humains, qui sommes à chaque fois remis en question, puisque, encore une fois, on part du principe qu'on est toujours qu'aimable à moitié ou pas du tout. Donc évidemment, à chaque fois qu'un événement difficile intervient, on s'imagine que c'est pour qu'on paye quelque chose, ou c'est pour nous punir de quelque chose. Non, c'est juste la conséquence d'un système de pensée qui s'est mis en place. Si vous commencez à faire un travail sur vous et à remplacer des pensées volontairement négatives par des pensées volontairement positives, il est évident que ça mettra un petit bout de temps, mais ça finira par cheminer, et vous finirez par voir derrière que vous allez agir en conséquence, et qu'en agissant en conséquence et dans l'alignement de cette pensée positive, vous allez voir que les choses vont se manifester. Voilà, il n'y a pas de... Le défaut de beaucoup de gens, c'est que les gens pensent qu'il y a des expériences positives et négatives. Il y a juste des expériences qui sont l'expression de tout un cheminement et de toute une façon d'être, pour que la personne en fait arrive à vivre ça. Elle est à la fois l'auteur et le spectateur, c'est ce que j'écris dans mon livre que je suis en train d'écrire, l'auteur et le spectateur de son propre système qu'elle a voulu créer. Et quand je dis que vraiment on fait le choix de mettre dans son jukebox le disque qu'on a envie d'entendre, c'est vraiment ça. Et qu'on crée sa vie bien plus qu'on ne peut le supposer. Et ce qui fait la différence entre ma vie d'aujourd'hui et ma vie d'il y a 20 ans et quelques, c'est qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus dans la maîtrise de mon mental, c'est-à-dire que c'est moi qui le dirige comme un petit toutou, à lui dire, tiens, tu me joues tel disque parce que j'ai envie de l'entendre et c'est ça que j'ai envie de voir dans ma vie se créer, et c'est moi qui le dirige au lieu d'être dirigé par mon mental. Donc entendez mental, conditionnement, c'est la même chose, alors qu'avant, dans ma vie, c'était le contraire. Ma conscience n'arrivait pas à diriger ce mental, c'était le mental qui dirigeait de réaction en réaction tous mes actes, et qui aussi colorait la façon dont je pouvais voir et interpréter les choses. Voilà, c'était important à préciser. Et c'est pour ça que cette méthode fonctionne assez vite, parce que parfois, moi j'ai déjà vu des cas très douloureux, en une séance, la personne repartait, elle était guérie. J'ai le cas notamment d'une femme qui est venue parce que elle avait nourri pendant des années le fait que elle se croyait méchante parce qu'on lui avait dit que c'était une personne méchante. Et ça avait absolument pourri son existence. Quand je dis pourri son existence, c'est-à-dire que c'est un individu qui, ces 10 dernières années, ne sortait plus de chez elle. Ça devenait un calvaire pour aller faire les courses. C'était même un calvaire pour aller chercher descendre quelque chose dans sa voiture. Alors évidemment, les sorties avec les copains et les copines, on oublie. La vie sentimentale, on oublie. Et ça commençait vraiment à prendre une forme extrême, puisque ça faisait 10 ans, en effet, qu'elle ne sortait plus de chez elle, que pour elle, l'extérieur était devenu un calvaire, parce que elle avait toujours l'impression d'être bizarre, ou qu'on la trouvait moche, ou stupide, ou mal faite. Mais tout ça, c'était encore les pensées mères qui étaient les conséquences de la pensée, des pensées filles qui étaient les conséquences de la pensée mère. La pensée mère était que
on lui avait dit qu'elle était méchante et qu'elle avait tenté toute sa vie de contrecarrer cette pensée en essayant de se racheter aux yeux des autres une bonne image. Et elle n'y est jamais arrivée. Et le jour où elle est venue en tant que cliente, ça a été la deuxième séance, parce qu'on a mis le doigt dessus, la deuxième séance, ça a été terminé. Elle est partie de là en disant: la première chose que je vais faire en sortant de ce cabinet, c'est d'aller m'asseoir dans un parc public et de profiter du soleil et de la présence des gens et juste de profiter de l'air. Et pour moi, c'était une vraie guérison. Alors vous dites que justement on a tendance à faire le contraire de ce que l'on croit de soi-même, hein. Par exemple prouver aux autres qu'on est bon. On essaye de compenser. Mais où on peut aussi valider. Vous parliez tout à l'heure des enfants, des expériences scientifiques, psychologiques ont montré que les enfants étaient très réceptifs à ces formes de pensée, justement, et quand on les assaillait quotidiennement de pensées négatives, ils s'évertuaient à les valider encore et encore. Je pense par exemple à un enfant en échec scolaire à qui on va répéter inlassablement tu es mauvais, tu es nul. Ce qui était mon cas. Hein. Voilà, je pense que ça a été démontré en tout cas qu'il allait s'y conformer et qu'il allait... Parce que d'abord, les personnes qui lui inculquent cette idée-là, y croient. Sinon, on ne lui dirait pas comme ça. Ils sont eux-mêmes persuadés que l'enfant est nul. En tous les cas, s'ils veulent aider l'enfant, c'est pas comme ça qu'on l'aide. Ça, c'est sûr que c'est la mauvaise méthode. Et de fait, l'enfant, étant donné que ça vient des parents, pense que les parents disent la vérité. Et c'est encore une fois, c'est une référence d'amour, une référence en beaucoup de choses, et en paroles et en actes. Ce sont des exemples, les parents. Donc, si l'exemple que le parent donne, c'est la critique négative, l'enfant va introduire ça comme un réflexe dans sa vie. Il est normal de se critiquer négativement. Et du coup, l'enfant va adhérer à ça et ne va plus qu'obéir à ça et va être blessé dans son image, dans son amour-propre et ne va œuvrer que dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura aucune confiance en ses capacités. Parce qu'il aura été critiqué de nul. Voilà, ça a été mon cas, hein. Je veux dire, j'ai souffert de ça aussi dans mon enfance et la personne que j'étais il y a 20 ans est méconnaissable avec la personne que je suis aujourd'hui. Je n'étais pas thérapeute il y a 20 ans, j'étais coiffeur, j'étais loin de me douter 20 ans après que je serais thérapeute et qu'en plus, je veux dire honnêtement, je n'ai pas de formation psy en tant que telle, mais néanmoins les résultats que j'arrive à obtenir parce que je les ai obtenus sur moi, j'arrive à obtenir la même chose sur les autres, parce que j'ai compris quel était le mécanisme. Et qu'en même temps, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rien découvert, j'ai simplement redécouvert ce qui n'est pas caché, ce que Dieu a mis en nous dans le processus. On est des créateurs et attention à ce qu'on met dans notre mental et attention à ce qu'on dit aux enfants. J'ai fait une conférence au mois de janvier chez Esther. J'ai terminé ma conférence en disant attention au jugement que vous balancez sur quelqu'un, parce que non seulement de l'enfermer dans ce jugement, vous vous y enfermez aussi vous-même. Puisque vous êtes une personne qui juge, imaginez-vous pas que vous n'allez pas vous juger vous-même. Et si vous le jugez quelque chose ou quelqu'un, faites toujours en sorte que ça soit des jugements qui soient constructifs et positifs. Voilà. Et puis on est souvent beaucoup plus dur vis-à-vis de soi-même que des autres, hein. Je pense, non ? Oui, enfin on peut l'être aussi vis-à-vis des autres tout autant, hein, mais c'est vrai que l'être humain, j'avais fait une conférence il y a très peu de temps dans une association pour des séropositifs et à un moment donné, quelqu'un me disait mais de toute façon, moi ça fait X années que je suis atteinte et depuis X années je me dis que ma vie est foutue. Et elle pense sincèrement que sa vie est foutue. Et elle disait je n'ai pas d'avenir. Et je lui dis mais qu'est-ce que vous entendez par je n'ai pas d'avenir? De toute façon je ne peux rien construire, au niveau de ma vie privée, au niveau de ma vie professionnelle. De toute façon tout ça, ça sert à rien, c'est cuit. Elle est simplement en train de démontrer que, enfin la vie va lui démontrer petit à petit qu'elle a totalement raison dans son système de pensée. C'est exactement ce qu'elle va créer si elle ne remet pas ça en question. Alors, pour expérimenter votre pouvoir créateur, je vous propose... Génial. Je vous invite à intervenir. Vous avez l'opportunité de faire une mini-séance avec Frédéric Dautrive, donc n'hésitez pas. Vous composez le 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20. Et donc...
pour enchaîner sur l'astrologie et la sophrologie, il est évident que ces deux disciplines, je les exerce en fonction évidemment du niveau de compréhension avec lesquels je les aborde. J'ai eu une formation certes, mais maintenant la vision, la façon dont je manie ces outils est évidemment empreinte de la compréhension que j'ai aujourd'hui du fonctionnement de l'être humain. Donc je ne les aborde pas du tout de manière orthodoxe, parce que, encore une fois, je m'attache toujours toujours en fait à être utile, et je cherche toujours à ce que la personne au final de la séance qu'elle a avec moi, quelle que soit la nature de la séance, puisse faire un pas de plus dans sa vie. Pour moi, c'est ce qui importe. C'est d'être utile et de me rendre utile et de pouvoir faire en sorte que la personne puisse se libérer, et en se libérant puisse faire un pas de plus dans sa vie. Se confronter à la réalité et non pas à notre vision de la réalité, vous le disiez tout à l'heure, toutes ces interprétations qu'on met quotidiennement par rapport aux événements qu'on vit, du moins, enfin en tout cas qu'on subit, puisque souvent ça nous impacte de manière défavorable. Et pensez-vous que justement la souffrance psychologique ou le stress, quel qu'il soit, ne sont pas des phénomènes rattachés à la réalité? Non, c'est pas rattaché à la réalité. La réalité, faites bien de m'en parler, Roxane. La réalité en tant que telle, moi voilà comment je la vois. C'est une occasion de guérir tous les jours. Et la réalité, puisque c'est nous qui la créons, nous avons devant nous des choses qui se manifestent, puisque nous les avons créées, comme un magicien crée. Quand j'entends magicien, au sens plus profond du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre en œuvre les énergies, les éléments, de façon à créer quelque chose. Mais comme un magicien, en fait, nous allons créer quelque chose, et nous sommes les spectateurs de ce que nous créons. Donc, si ce que nous avons créé ne nous plaît pas, il n'en tient qu'à nous de nous réinterroger sur la nature des pensées qui l'ont engendré. Et c'est pour ça que je dis que la réalité, avec un grand R, est toujours pour nous une occasion de nous réveiller et en même temps de guérir. Parce que du coup, même si ce sont des pensées inconscientes qui ont engendré la réalité qu'on n'attendait pas et qui nous déplaît, elle permet, par la nature de ce qu'elle est, l'expérience, de pouvoir faire remonter en nous justement toutes les pensées qui l'ont engendrée. Donc c'est une occasion de se purger. Moi, je rattache beaucoup le principe du fonctionnement de l'être humain dans sa manière de retrouver la sérénité qu'il avait quand il était enfant, c'est-à-dire confiant, serein et joyeux. Je compare toujours ce mécanisme-là au principe de l'homéostasie de la cellule. La cellule, le principe de l'homéostasie, c'est toute cellule vivante a la capacité de pouvoir retrouver son état d'équilibre. Pour moi, la souffrance, c'est l'expression d'une anomalie. La tristesse aussi, oui. par conséquent. Surtout, encore une fois, quand les choses deviennent chroniques, on est bien d'accord, et que les choses se répètent dans la tête. Après, je ne dis pas que quand on perd un boulot, quand on perd un être cher, quand on apprend une nouvelle triste, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, c'est pas ça. C'est normal qu'on le soit, mais dans le temps, ça ne doit pas durer. C'est-à-dire que ça doit passer comme un fou rire, comme un fou rire devant un film. On ne va pas continuer à rire pendant 6 mois, 10 ans du film que vous avez vu il y a 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est le même principe. Si à un moment donné, ça finit par s'ancrer, c'est que le mental est en train de ruminer de manière fixe une pensée à propos de cet événement. Et c'est ça qui est à l'origine de la souffrance. Après, sur le moment que vous souffriez de quelque chose parce que vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle et que ça vous fait mal, et que ça vous fait de la peine, et que ça vous met en colère, oui, mais ça doit passer. Regardez l'enfant, dans cette association dans laquelle je suis allé la semaine dernière, j'ai eu l'exemple type. Il y avait un petit enfant en bas âge qui devait avoir entre 2 et 3 ans maximum, qui avait pris un stylo et puis on ne savait pas trop ce qu'il allait en faire. Mais enfin bon, bref, pour sa sécurité, on a préféré lui enlever. Il a piqué une colère monstrueuse à faire péter les vitres. Moi j'étais mort de rire.
et 5 minutes après, c'était terminé. C'est-à-dire qu'il n'a pas ruminé en étant en colère contre la personne, parce que la personne avait enlevé ceci, de quel droit cette personne avait fait ça. L'enfant lui a rouvert les bras à cette personne-là, comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est ça le principe de l'homéostasie pour moi au niveau humain. C'est à un moment donné, il y a quelque chose qui survient, on l'exprime, et ça doit passer. L'émotion doit passer. Elle doit s'exprimer et passer et mourir. Tout est un processus de naissance, croissance, mort. Une pensée naît, une émotion naît, elle doit croître puis mourir. Si elle ne meurt pas, c'est qu'il y a un problème. C'est en ça que je dis que la souffrance de l'être humain, pour moi, est l'expression d'une anomalie. Il y a quelque chose dans la machine à laver qui s'est bloqué, un processus qui s'est bloqué. Et moi, j'aide la personne à débloquer ce processus. Et ça peut aller très très vite. Il ne faut pas que les personnes s'imaginent qu'au bout de 6 mois, on me voit toujours. C'est pas vrai. Si au bout de 2 séances, le problème n'est pas réglé, 2 ou 3 séances maximum, c'est que c'est pas possible. C'est que j'ai rien compris à l'exercice de mon métier et voilà, et je raccroche mon manteau. Moi, c'est terminé. Et quand je vous dis qu'en effet, parfois en une séance, la personne est guérie psychologiquement, c'est pas qu'elle va mieux, c'est que son problème est terminé. Je suis formel avec ça et catégorique. En d'autres termes, est-ce qu'on pourrait dire que la souffrance, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle? Tout à fait. La souffrance est optionnelle, absolument. La douleur, voilà, la douleur, parce que tant qu'on a un ego, bah oui, c'est évident qu'on est confronté à des choses qui nous plaisent pas, et voilà, la joie, etc. Mais dès lors qu'en effet, ça commence à se cristalliser, à devenir chronique, il y a un souci. C'est-à-dire que le mental a récupéré ça, et l'a engrangé et a commencé à le mâchouiller. Donc ça fait écho sûrement à une croyance déjà qui était là à la base et qui résonne comme une corde de piano avec un do grave va résonner avec un do aigu. Voilà, de la même manière. Eh bien, c'est une histoire de résonance, ça va résonner, ça va ça va renforcer la pensée, la croyance négative de départ, et ce qui fait que ça va pérenniser la souffrance. Alors n'hésitez pas pour nous faire part du moins à Frédéric Dautrive de vos problématiques chroniques, puisqu'il vous dit que ce n'est pas ou des questions éventuellement sur la pratique de la psychomaïeutique. Vous composez le 08 92 23 95 20. On peut peut-être rappeler rapidement la consigne de l'exercice pour ceux qui nous rejoignent. Je souffre. Sur un papier, vous devez marquer tout simplement « Je souffre de telle situation parce que » ou « Je souffre à cause de telle personne parce que ». Et ensuite, simplifiez-vous la vie, mettez des phrases courtes, parce que, et ensuite, donc parce que, et ensuite vous mettez la première, en dessous de la première phrase, vous mettez la seconde qui consiste à dire voilà les conclusions que j'en tire, je me dis que. Deuxième phrase en dessous, je me dis que, et troisième phrase en dessous, bref, toutes les pensées que vous avez à propos de cette situation, soit vis-à-vis d'une personne, d'une relation, ou d'une expérience que vous avez vécue. Et donc, je dis pas qu'on fera une séance entière là pendant l'émission, mais en tous les cas, je montrerai à la personne comment, en effet, on arrive à démonter le mécanisme. Alors, le 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20, Xavier est en ligne, il avait une question. Ah, Xavier, bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'avais une question, voilà, donc est-ce que vous ne croyez pas qu'on a une image erronée? Il y a des images, enfin des sensations, des images de nous qui sont erronées par rapport à ce qu'on est. Oui, c'est ça. Et vous ne pourrez pas développer, moi je suis sur un chemin spirituel, si ça vous dérange pas. Excusez-moi, j'ai pas compris. Si vous pouviez développer, non? Après, ce que vous entendez par image erronée, c'est-à-dire des images qui nous, comment dire, péjoratives. Des images à laquelle on doit s'adapter intentionnellement, alors que c'est pas nous. Donnez-moi un exemple. Je sais pas comment vous dire ça, je sais pas. Mais un exemple, un mec qui a été boxeur et qui à la fin de sa carrière, il a des images de lui où il a été au sommet de sa gloire, et à la fin de sa carrière, quand il a toujours cette nostalgie. C'est un exemple. Un exemple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, quelqu'un qui pendant un temps. C'est la première idée qui me passe par la tête, quoi. Voilà. Oui. Mais parce que je me suis intéressé au bouddhisme,
et que c'est très intéressant ce que vous dites. Merci. C'est extraordinaire ce que vous dites. Voilà, je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais en tous les cas, moi, je le vis de manière extraordinaire. Mais oui, ceci dit, c'est quelqu'un qui, pendant son expérience, par exemple, de vie, a connu des moments de gloire énormes. Et puis qui par la suite en fait retombe dans quelque chose de beaucoup plus, dans un marasme beaucoup plus noir de lui-même, une image beaucoup moins fallacieuse beaucoup moins glorieuse que celle qu'il avait, ou que celle que le public lui a accordée. Oui, mais bien souvent les personnes qui recherchent la reconnaissance, puisqu'on parle de ça, hein, c'est ça dont il est question. Hein. Les personnes qui recherchent la reconnaissance d'un public ou de gens professionnels sont souvent des gens qui, dès le départ, ne savent pas reconnaître la personne qu'elles sont. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il était essentiel de pouvoir apprécier, identifier et reconnaître les qualités qu'on avait, parce que dans ces cas-là, on n'attend pas des autres qu'ils vous reconnaissent. C'est pour moi essentiel. Alors après, ça ne dit pas que moi, quand on me donne quand on me gratifie de quelque chose, c'est pas que je refuse la gratification. Je suis touché par la gratification qu'on me fait, ou le retour positif qu'on me fait de moi, ou l'appréciation qu'on a de moi. Mais je suis en dernier ressort, et j'apprécie qu'on me le fasse, mais je suis en dernier ressort celui qui décide à quelle hauteur je dois la prendre, et comment je dois le prendre. Et c'est en dernier ressort moi qui décide de l'image que j'ai à avoir de moi-même et de l'appréciation que j'ai à avoir de mon travail. Vous ne croyez pas? Pardon? Il peut y avoir manipulation si on n'est pas assez, de la personne qui vous gratifie. Tout à fait. C'est exactement là où on peut en arriver dans les dérives, si en effet la personne qui émet une gratification peut le faire avec derrière une attente précise, et en tout cas le fait parce qu'il sait qu'il va saisir l'occasion, voir la faiblesse sur le moment de l'être et... Voilà. Oui, mais monsieur, Xavier, oui, Xavier, juste avant que vous raccrochiez, c'est l'histoire du corbeau et du renard. Hein. Voilà, tout simplement. C'est l'histoire du corbeau et du renard, c'est tout l'acteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus trop bien. C'est assez ancien. Ah, oui. Peut-être que Sophie va nous aider. Nous avons Sophie en ligne. Je rappelle le numéro juste du standard, le 08 92 23 95 20. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Donc j'ai fait un petit peu le petit exercice que vous demandez. Oui. Parce que je trouve ça assez intéressant dans la situation dans laquelle je me trouve. Donc en fait actuellement je souffre d'une situation c'est un petit peu compliqué parce que je me sens pas à ma place là où je suis. D'accord. J'ai accepté un poste un petit peu à contre-cœur, on m'a un peu poussé à le faire. Alors j'avais un petit peu envie au fond de moi, mais on m'a un peu poussé à le faire en me disant que ça allait m'offrir des portes, que ça allait m'offrir des champs. Ok. Et en fait pas du tout. C'est une catastrophe. Donc en fait vous êtes en train de me dire qu'on vous a blousé, ou alors je pense qu'en fait la personne ma responsable ne veut pas travailler avec moi. D'accord. Et du coup, j'ai été, ça fait quasiment un an, j'ai fait aussi des petites erreurs, mais je veux dire, j'ai été pas mal humiliée, pas mal rabaissée. Ok. Et en simultané, j'ai passé un concours que j'ai eu. Oui. Et ça a été encore plus catastrophique. D'accord. J'ai perdu toute... Alors avant, j'avais une place quand même assez à l'aise et j'étais bien dans ma place. Oui. Où on me consultait. Là, maintenant, je suis plus du tout consultée. Je suis vraiment considérée plus bactère, quoi. Ok. Donc, voilà. Ok. Et quelle conclusion vous en tirez? Eh ben, que je suis pas faite pour ça. La conclusion est que je suis très malheureuse comme ça parce qu'en fait je suis pas du tout épanouie. J'aimerais changer de direction. J'aimerais être plus libre. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez? Me libérer de tout ça. Qu'est-ce que vous entendez par je ne suis pas faite pour ça? Qu'en fait déjà j'avais un peu des doutes sur le métier que je faisais, mais là pour le coup vous m'énumérez pas ce qui vous fait réellement souffrir. Ce qui me fait souffrir, si vous voulez, c'est de plus être considérée à ma juste valeur. Ok.
Et ok, maintenant là, pour moi, ça me parle davantage. Voilà, on arrive à toucher, à approcher les choses de manière déjà plus concrète, plus pragmatique. Donc vous vous sentez pas considéré à votre juste valeur, on est d'accord? Non. Bon. Et vous pensez que c'est vrai? Je ne sais plus en fait. Je sais plus. Je pense que j'ai plus du tout confiance en moi. Quand vous dites, on m'apprécie plus à ma juste valeur, c'est qu'est-ce qu'on vous a dit, par exemple, à propos justement de votre valeur? Bah, en fait, comme c'est que du reproche, tout ce que je fais, tout ce que je peux dire, de toute manière, ça va pas. Ça va pas, on est d'accord. Et bah, au bout d'un moment, si vous voulez, moi, ça m'a. Oui. Je savais plus du tout comment me positionner. Oui, je comprends. Et du coup, voilà. quelle est la façon dont vous vous considérez? Je sais plus du tout comment je me considère. Forcément, si vous le savez. Si, vous le savez. Vous voulez à me dire comment je me considère. Si. Parce que vous n'en souffririez pas. Vous n'en souffririez pas sinon. Vous le savez, mais vous voulez pas le voir. Faites l'exercice de voir honnêtement la façon dont vous vous considérez. Je sais pas. Franchement, Si je vais renverser la question autrement. Si ceux avec qui vous travaillez avaient eu une bonne considération de vous, qu'auraient-ils dit de vous? Bah que du coup, que je suis aussi bien en tant que, on va dire, simple agent que responsable. Donnez-moi des qualités. Bah que j'aurais été à la hauteur de la tâche. Quoi d'autre? Comme qualité, qu'on pouvait avoir confiance en moi parce que voilà. Et donc ça veut dire que là, vous pensez ne pas avoir été à la hauteur de la tâche? Je pense qu'elle espérait de moi autre chose que ce que je peux donner. Oui, mais la question est-ce que vous êtes en train de me dire que vous considérez que vous n'étiez pas à la hauteur de la tâche? Oui, parce que je me compare à d'autres personnes qui auraient pu avoir le poste. Vous êtes tombé dans le piège. Comment? Parce que vous vous comparez, chère madame. Oui, mais... oui. Donc en fait, c'est pas tant le problème qu'on vous déconsidère, c'est le problème que vous êtes rentré exactement dans la même mouvance. Vous vous êtes désapprouvé parce que vous êtes comparé. Donc ce qui vous fait souffrir, c'est pas tant le fait qu'on vous renvoie que vous êtes même, on pourrait dire même une nullarde, excusez-moi du terme, parce qu'il n'y a que ça qui me vient. C'est pas tant le fait qu'on vous le dise, c'est le fait qu'à un moment donné vous êtes amené à en douter, que vous finissez par le penser. Vous comprenez le processus? Oui. Oui. Donc c'est pour ça que dites-moi en quoi vous êtes quelqu'un de bien au sein de ce boulot que vous faites et de ce poste, de ce rôle. J'étais quelqu'un de bien parce que j'étais... Non. Je suis. C'est maintenant qu'il faut les reconnaître. Je suis quelqu'un de bien parce que je suis honnête. En voilà une. Quoi d'autre? Voilà. Quoi d'autre? Et là c'est... Quoi d'autre? Assez droite. Voilà. Droite, ok. Quoi d'autre? Et puis que je suis assez bonne dans mon travail, dans ce que je fais. Je suis assez douée. Ok. Disons que je donne les moyens d'être. Ok. Ça marche. Quoi d'autre? Voilà. Vous comprenez? Je sais plus. J'ai oublié votre prénom. Sophie. Sophie, oui c'est vrai. Sophie, vous comprenez que là vous avez été mis dans une situation où vous avez été mis en difficulté. Vous le comprenez ça? Oui. Et que la façon dont les choses se sont passées, la façon dont les gens se sont conduits avec vous, ça ne vous a pas aidé à pouvoir être dans votre potentiel optimum par rapport à ce poste. On est d'accord avec ça? Oui, c'est ça. Alors pourquoi vous débinez? Pourquoi vous descendre vous-même? Pourquoi vous déprécier? Ça n'est pas à vous qu'il faut en vouloir. Ça n'est pas forcément aux autres non plus, mais c'est sûrement pas en vous dépréciant
que vous arriverez à vivre la même situation en étant beaucoup plus sereine, en étant simplement au clair avec l'idée que vous avez été placé là. Alors certes, vous en aviez un peu envie, comme vous disiez tout à l'heure, mais qu'en même temps, vous n'avez pas donné tous les paramètres de ce qui allait en advenir, et que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est aussi l'expression de professionnels qui vous ont lâché la main et qui n'ont pas su vous encadrer, vous entourer. On est d'accord avec ça ou pas ? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors pourquoi, encore une fois, vous dépréciez? Pourquoi, même si on vous dit que vous êtes une nulle, que vous n'avez pas fait les choses, vous n'étiez pas à la hauteur, pourquoi le croire aussi? Et c'est pour ça que je vous ai fait faire l'exercice, que j'ai renversé la question différemment pour que vous puissiez y répondre autrement. Et c'est pour ça que je mets le doigt sur le fait que c'est à vous de reconnaître ce que vous êtes capable de faire et qui vous êtes, et ce, encore une fois, en dehors des circonstances que vous vivez. Parce que ce sont les circonstances qui vous ont mis en difficulté, on est d'accord ou pas avec ça? Oui. Voilà. Alors pourquoi se le reprocher? Ma question, elle est là. C'est pas à vous que vous parce qu'aujourd'hui, j'ai pris une décision, il y a 1 an, j'ai pris une décision qui fait qu'aujourd'hui, je me suis mis en difficulté. Je suis d'accord, je suis d'accord que vous avez pris cette décision, mais vous ne l'auriez pas prise, Sophie, si vous aviez su ce qui vous attendait, on est d'accord aussi? Ah bah oui, bien sûr. Voilà, donc pourquoi vous désapprouvez? Vous avez des enfants? Oui. Une fille ou un garçon? J'ai une petite fille. Et quelqu'un de plus grand? J'ai une petite fille de 6 ans et j'attends un petit garçon. Ok, vous avez une petite fille de 6 ans. Ok. Elle fait un choix parce que elle veut faire de la danse et qu'elle veut intégrer des cours de danse, et puis elle tombe avec un professeur de danse en fait qui est absolument abominable avec elle, qui lui demande des trucs qu'on attendrait de quelqu'un qui a 3 ans d'école derrière, ou au contraire soit le prof est très exigeant, soit au contraire il la laisse complètement œuvrer toute seule, et en sachant qu'à la fin il y a des objectifs à tenir et qu'à la fin éventuellement il y a un petit concours pour voir un peu quel niveau elle a atteint. Vous lui reprocheriez le fait que si à la fin de l'année elle n'a pas le niveau et que le concours elle le rate, vous le reprocheriez le choix qu'elle a fait de rentrer dans cette école de danse? Non, je la soutiendrai. Voilà, et c'est pas ce que vous faites avec vous-même. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez fait des choix, certes, aujourd'hui ils ont des conséquences, mais pourquoi vous le reprochez? Est-ce que c'est, je pose toujours cette question aux gens en cabinet, est-ce que ça vous est utile? Est-ce que ce choix m'est utile aujourd'hui? Non, c'est pas le choix, c'est est-ce que le fait de vous le reprocher vous est utile? Non. Non. Non, Par contre, qu'est-ce qui est utile? C'est de vous approuver. C'est-à-dire, j'ai fait ce choix parce que je voulais vivre telle et telle chose, je ne les ai pas vécues, mais est-ce une raison pour me désapprouver? Et est-ce une raison pour me critiquer? Vous voyez la différence? Oui. Et c'est voilà, et c'est quand je vous pose la question de quelles sont vos qualités et ce que vous reconnaissez en vous, c'est pas j'étais, c'est je suis, parce que vous l'êtes toujours, parce qu'on vous redonne les conditions nécessaires pour travailler tel que vous souhaitez travailler. Eh bien, en fait, on retrouve la Sophie que vous étiez. Donc, elle n'est pas perdue, la Sophie que vous êtes. C'est simplement que les conditions ne sont pas propices. Ça va mieux? Oui, je comprends mieux. Ouais. Sûr? Il y a un point en moins déjà? Oui, c'est moins... Moins lourd? Oui, c'est moins lourd, oui. Voilà. Et continuez tous les jours à approuver le choix que vous avez fait, parce que si vous continuez à désapprouver ça, de toute façon, c'est à vous que vous en voudrez, et c'est vous qui le paierez de toute manière, et continuez tous les jours à ressasser les qualités que vous avez. D'accord, ok. Et pas en termes de j'étais, c'est je suis. Je suis. Oui, je suis. Je reconnais ça. J'identifie ça, je reconnais ça et j'apprécie cette qualité-là que j'ai de moi. Et en d'autres circonstances, je pourrais en effet pouvoir exploiter de manière optimum. On est d'accord ou pas avec ça? Oui. Donc là, évidemment, je ne peux pas faire une séance entière parce que ça dure dans mon cabinet entre 1h15 et 1h30. Oui, mais c'est très intéressant. Mais voilà, je voulais simplement vous aider à faire un petit pas de plus. Et en remettant justement en question la vision que vous avez de vous-même. Certes, on vous critique. On ne remet pas ça en cause, hein. C'est la réalité. Hein. Vous avez en face de vous des gens absolument abominables qui vous mettent dans des difficultés atroces et qui, en plus de ça, non contentes de ne pas être aidantes envers vous, donc de ne pas pouvoir vous cadrer, en plus de ça, se retournent contre vous et vers vous pour vous dire que vous êtes une vraie nulle.
Voilà. Mais la réalité, c'est ça. C'est celle que vous vivez, c'est les gens qui vous critiquent. Mais votre réalité à vous, c'est à vous de la créer. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la part des choses. Et la part des choses, c'est que vous êtes dans un climat compliqué, des situations compliquées, avec des choix que vous avez fait antérieurement qu'il ne faut pas condamner. Il ne faut jamais vous désapprouver dans les choix que vous faites, toujours vous encourager. Et surtout, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, la première et la dernière à reconnaître qui vous êtes. Ouais. Ne laissez pas aux autres ce pouvoir, récupérez-les, c'est important. Ouais. Ça marche? Ok, très bien. Je vous remercie de votre appel, Sophie. Merci beaucoup. Et faites l'exercice. Hein. Merci Sophie, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Nous allons aborder la deuxième page promotionnelle et nous retrouvons dans quelques instants Karine qui patiente. Le 08 92 23 95 20 et nous accueillons Karine. Bonsoir. Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Alors, je ne vous entends pas très bien. C'est vrai je suis en voiture, donc je vais bientôt m'arrêter. Vous m'entendez bien, vous? Oh bah parfait. Oui. Parfait. Alors, je vous appelle pour éventuellement avoir de l'aide de votre part et savoir si avec vos mots et la façon de faire, je vais pouvoir débloquer des choses que je n'arrive pas à comprendre. Donc, en fait, j'ai pris l'émission en cours, je ne vous ai pas entendu dès le départ, mais le mot souffrance et le fait de rester dans l'émotion et d'être bloqué dans l'émotion a fortement résonné chez moi. Donc voilà un exemple d'émotion et de souffrance dans laquelle je n'arrive pas à sortir et je tourne en boucle depuis des années. Allez-y. Donc j'ai un peu honte d'en parler comme situation parce que j'ai l'impression d'être pas trop dans l'adulte. Mais voilà, donc je n'arrive pas à gérer l'émotion que me procure le fait que la personne que j'aime, donc je refais ma vie avec quelqu'un qui a 2 enfants, j'ai aussi 2 enfants. Et la séparation a été très difficile pour ces enfants et jusqu'à maintenant, on ne se voit toujours pas. Donc le papa voit ses enfants de son côté un week-end sur 2 et même pas un week-end sur 2 que le dimanche puisque c'est très difficile pour eux. D'accord. Et donc, et certaines vacances scolaires. Et en fait, je vis très mal, en fait, cette organisation, dans le sens où j'ai un sentiment d'incompréhension, déjà, que ça fait 3 ans qu'on essaye de faire des petites choses et que ça fonctionne pas. Donc, à la fois, quand on m'explique, je comprends que ça peut être très long, mais dans mon corps et dans mes émotions, je n'intègre pas. Qu'est-ce qui peut être très long? Et j'ai une sensation Qu'est-ce qui peut être très long? D'abandon, de ne pas pouvoir commencer à faire les choses en famille recomposée. Et je le vis très mal, où j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, de la colère, de l'irritabilité. Et donc je voudrais sortir de ce schéma-là parce que je me fais du mal, je fais du mal à la personne que j'aime et j'envoie aussi quelque part des ondes négatives à ces enfants qui n'ont pas besoin d'en avoir encore plus. Oui. En colère contre quoi précisément? Je tourne, je bloque. Karine, est-ce que vous nous entendez, Karine? Oui. Oui. En colère contre quoi précisément? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas si c'est de la colère, c'est de l'énervement, de l'irritabilité, parce que je ne comprends pas pourquoi la situation n'évolue pas. La situation où vous voudriez quoi précisément? En fait, d'être acceptée comme la personne, la nouvelle femme de leur père, et de pouvoir partager des petits moments tous ensemble. Oui, donc en fait, vous ne vous sentez pas accepté par les enfants de mon conjoint. De votre conjoint, c'est ça, hein, voilà. Ok. Mais ils vous l'ont dit ou...
Mais ils vous l'ont dit ou alors vous le comprenez à mi-mot? Karine, est-ce que vous avez entendu la question? Non. Oui. Non, ils ne m'en l'ont pas dit. Alors comment vous le comprenez? Mais l'organisation fait que c'est comme ça. On ne se voit pas et ils voient leur père. Ils voient leur père en dehors de la maison. Et vous comprenez que c'est parce que c'est à cause de vous? Parce qu'ils sont en souffrance, oui. Oui, mais vous comprenez que c'est à cause de vous. On n'habite pas tout près d'où habite leur maman. Oui, mais vous comprenez dans l'histoire que c'est à cause de vous. Qu'ils se sentent pas chez eux. Karine, excusez-moi, est-ce que vous entendez Frédéric quand il vous parle? Oui, j'ai entendu. Oui, parce que vous ne répondez pas à sa question. Ils ne me l'ont pas dit en direct. Oui, mais vous pensez que s'ils ne vous voient pas, c'est à cause de vous? Entre autres. Oui, mais c'est pas entre autres. Il faut que ça soit clair en fait, parce que là, vous laissez une espèce de brèche dans laquelle vous nagez, que vous nourrissez, sans vraiment être certaine des choses. Moi, ce que je vous demande, c'est si est-ce qu'on vous a dit à mi-mot ou de manière directe que en fait vous plaisiez pas? Manifestement non. Maintenant, vous me dites parce que en fait on voit mon compagnon actuel à l'extérieur du domicile et je vous pose la question parce que vous pensez que c'est à cause de vous. Non, vous avez raison. Je ne sais pas si j'ai raison, je vous pose des questions. Je pense que j'ai quand même... S'il y a quelque part rejet ou si c'est pas possible, c'est que j'ai participé à créer forcément cette souffrance et cette séparation. Oui, mais ça... Donc je pense que c'est à cause de moi en partie. Oui, mais ça, vous n'en êtes pas certaine. Non. Voilà. Et vous laissez votre mental s'embringuer dans cette brèche. Donc, vous me dites, il y a un truc que j'ai retenu, vous me dites, je veux être accepté. C'est ça? Oui. Pour vous, c'est important. Ok. Dites-moi, dans ces cas-là, en quoi vous n'êtes pas accepté? Qu'est-ce qui justifie? J'ai peur de ne pas être acceptée parce que quelque part j'étais la méchante et je suis celle qui a créé la souffrance. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train de me dire que les enfants de votre compagnon actuel sont en train de vous reprocher le fait qu'il a divorcé de son ex-femme. Puisque je comprends. Oui, je pense en être. Oui, il y a une partie de ça, oui. D'accord. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est votre réalité? C'est ma réalité. C'est très différent, hein? Oui. Oui. Donc, est-ce que vous êtes la méchante que vous décrivez? Et si oui, dites-moi en quoi. Ça sera intéressant. Je suis méchante parce que, et j'attends les explications derrière. Je suis curieux de les entendre, moi. Comme je ne connais pas votre histoire, je suis curieux d'entendre en quoi vous allez me justifier que vous êtes une femme méchante. Je veux juste savoir, puisque c'est vous qui avez prononcé ce mot-là. Je suis la méchante parce que j'ai croisé le chemin de leur père à un moment où D'accord, le couple avec... Juste faites des phrases courtes. Je suis la méchante parce que j'ai croisé le chemin de leur père. Vous revenez au début de la phrase et je suis méchante parce que. N'essayez pas de justifier ça. Je suis méchante parce que je suis responsable en partie de la séparation de leurs parents. Ok, quoi d'autre? Je suis méchante parce que leur père ne vit plus dans la même ville qu'eux. Ok.
Bon, je pense que le rouleau de papyrus serait très loin déroulé, parce que vous êtes prête en fait à abonder dans ce sens-là. On est d'accord ou pas, Karine? C'est Karine, c'est ça, hein? Oui. On est d'accord, hein, que là, vous êtes en train de dérouler un rouleau qui serait aussi fourni qu'Hollywood et Boulogne réunis dans les films Goldwyn Mayer. Dites-moi maintenant, faites un effort, fermez les yeux, dites-moi en quoi vous êtes une femme merveilleuse pour ces enfants et cet homme. Oula, ça va être dur. Oui, c'est pour ça que je vous demande de fermer les yeux. Fermez les yeux, laissez tomber toutes les pensées que vous avez à propos de cette histoire, surtout si elles sont négatives. Allez chercher dans votre imagination, fermez les yeux, laissez les images venir à vous et en même temps provoquez-les. Dites-moi en quoi vous êtes une femme merveilleuse dans la vie de cet homme et de ses enfants et que peut-être les enfants l'ignorent encore. Je suis empressé de l'entendre. Il faut que je dise je suis merveilleuse parce que... Oui. Je suis merveilleuse parce que je partage des moments des bons moments avec leur père. Ok, stop. On revient à la ligne. Ensuite, je suis merveilleuse parce que, et là je veux que ça défile de plus en plus vite. Trouvez-moi des qualités que vous avez en tant que femme, en tant que mère déjà de vos propres enfants. Allez-y. Je suis merveilleuse car je peux préparer des bonnes crêpes ou des bons petits plats. Donc ça veut dire que vous êtes une femme attentive aux besoins des autres et que vous aimez faire plaisir aux autres. On est d'accord là-dessus? Oui. Oui, eh ben oui, mais voilà, je suis merveilleuse parce que j'aime faire plaisir, je suis merveilleuse parce que je suis attentionnée. Quoi d'autre? Je suis merveilleuse parce que je peux organiser, anticiper des choses pour organiser, je sais pas, des vacances, un événement, voilà. Vous avez compris, Karine, une chose, que c'est pas d'eux dont vous devez être accepté. C'est vous qui devez vous accepter vous-même. Oui, ça. Ben oui. Et que, avec le temps, si vous reconnaissez votre propre qualité, et que pour vous c'est évident, il est évident qu'à un moment donné, les enfants de ce compagnon actuel finiront par se rendre compte de qui vous êtes réellement. Mais si vous êtes une personne qui pensait que vous êtes rejetée et absolument pas aimable, c'est ce que vous verrez aussi dans votre vie se manifester. Vous comprenez le principe ? Vous n'avez pas besoin d'être... Je comprends, mais ça va durer une journée, 2 journées, et hop, je vais retomber dans mes vieux schémas, mes vieux... Oui, parce que là... Et j'oublie, Mais c'est pour ça que je vous ai fait cet exercice-là, et vous voyez à quel point il n'est pas évident, parce que vous voulez chercher les réponses, vous voyez ? Alors que quand il s'agit d'être négative, ça vient tout seul. Oui. Voilà. Donc là, évidemment, encore une fois, on est en studio. J'ai pas le temps parce que en cabinet, ça met entre 1h15 et 1h30 et tout ça à être décortiqué en profondeur. Donc on prend beaucoup de temps et on fait étape par étape. Mais là, j'ai essayé un peu de griller les étapes pour aller à l'essentiel parce que je voulais vraiment vous aider et être utile et aller à l'essentiel. Et vous voyez bien que l'essentiel, il est là en fait dans la situation. Il est que vous cherchez l'acceptation, mais que vous-même, vous ne vous acceptez pas au sein de cette nouvelle famille et que c'est vous que vous rejetez en premier lieu. Et vous rejetez parce que vous avez plus d'arguments à votre encontre
que d'arguments qui sont constructifs et positifs à vous adresser. Et que si vous cherchez l'acceptation de ces enfants-là, vous aurez beaucoup de chances de ne jamais la trouver. Parce que vous êtes la première à vous rejeter. Vous êtes la première à vous accuser. Vous êtes la première à vous mettre des fautes que vous n'avez pas commises quand vous dites « je suis responsable de la séparation de cet homme avec son ex-femme ». Enfin, c'est quand même, vous êtes en train de dire que vous avez un pouvoir exceptionnel d'influence. En gros, cet homme, vous êtes en train de me dire que cet homme n'a absolument aucun caractère, n'est pas capable de décider de sa vie, que c'est vous qui avez tout œuvré. C'est pas vrai du tout, c'est pas ça que... Non, bah oui, mais... en partie, oui. Mais non, madame, il a divorcé parce qu'il l'a voulu. Il a fait des choix, tout comme vous faites des choix. Ce qui est important, c'est tous les jours vous rappeler que vous êtes quelqu'un de merveilleuse pour cet homme et de merveilleuse pour vous-même. D'accord. Ben oui. Et que la réalité que vous me décrivez est une réalité que vous vous êtes créée vous. Parce que vous n'en savez rien s'ils vont à l'extérieur voir son père parce que vous n'êtes pas une bonne personne ou parce qu'ils n'ont pas envie de vous fréquenter. Vous n'en savez rien du tout en fait. Vous supputez, mais sans être certaine des choses. Vous montez des films, je vous dis, c'est Glodwyn Mayer. Oui. Voilà. Mais sinon après, si vous voulez vraiment aller plus loin, je veux dire, n'hésitez pas à pouvoir venir me voir parce que du coup ça permettra très très vite de mettre les choses à plat et très très vite de guérir de cette situation, quoi. Mais vous voyez que là, en très peu de temps, j'ai posé des questions qui vous ont mis très vite en difficulté dans le sens où elles ont d'entrée de jeu remis en question la façon dont vous voyez les choses. Oui. D'accord. Mais voilà, trouvez tous les jours en quoi vous êtes quelqu'un de bien. Trouvez tous les jours plutôt que de vous acharner à vouloir décrire de vous une mauvaise personne. Parce que dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin d'être accepté de personne. Vous serez ce que vous serez parce que cet homme vous apprécie et vous aime. Point. Après le reste, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous vous aimiez vous. Voilà. Après, si les autres vous aiment pas, c'est pas un problème. C'est tant pis pour eux. Mais je pense qu'en même temps, il n'y a pas de raison. D'accord. Ça marche ? Ça marche. Merci Karine de vous être prêtée au jeu avec autant d'honnêteté en tous les cas et de courage. Voilà, ça c'est encore aussi deux qualités que vous avez. Paf. Merci. Bonne soirée à vous. Merci Karine, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Oui, effectivement, c'est intéressant de voir à quel point on est beaucoup plus enclin à se trouver des défauts, des qualités négatives. Oui, puis en plus, on cherche à les relier à la réalité. C'est-à-dire que cette femme est persuadée qu'en effet, c'est elle qui a causé le divorce, c'est elle qui a foutu le bordel, en fait, en gros, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Et en même temps, sans s'enquicher de savoir de manière réelle, pratique et pragmatique, concrète et objective, savoir si c'est vraiment ça. Elle laisse gambader son imagination de manière absolument destructrice. On projette nos propres peurs sur la réalité en permanence. Ou nos propres certitudes, nos propres croyances, nos propres conclusions. Elle est persuadée que de toute façon, il ne les aime pas et que c'est de sa faute et que sans avoir eu jamais une confrontation en clair et en direct avec les protagonistes en question. Et qu'en même temps, si malgré tout, il au pluriel ne l'accepte pas, c'est pas très grave puisque elle s'accepte et qu'elle sait que c'est avec lui qu'elle veut vivre et qu'en même temps, si elle est persuadée que c'est une femme merveilleuse pour cet homme et pour elle-même, le reste du monde, comme dit Edith Piaf, peut s'écrouler, on s'en fout. Si on s'aime, tout va bien. Frédéric, un grand merci pour être là, être venu aujourd'hui. On espère vous revoir très prochainement à l'antenne. Merci bien Roxane, merci d'avoir gouverné ce navire avec brio. Et en tout cas, je vais me le dire tous les jours. Et dans la joie et la bonne humeur. Et puis il y a aussi des gens qui peuvent me retrouver sur YouTube, puisque sur YouTube, quand on tape Frédéric Dautrive avec un H à Autrive, du coup on arrive à me retrouver aussi sur YouTube. Voilà. Qui mène sur le site. Enfin bon, il y a une correspondance. Voilà. Bon. Et voilà. Et je redis la phrase de Socrate, un homme bien interrogé est un homme qui trouve de lui-même les réponses à l'intérieur de lui. Et plutôt que d'abonder dans le sens de vos croyances lorsqu'elles vous limitent, pensez plutôt à douter, à commencer à en douter, à les remettre en question. Ça sera beaucoup plus utile pour vous.
Belle soirée à tous. Merci. Au revoir Frédéric. Au revoir. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via Internet, ainsi que via la RNT 24h sur 24, la radio numérique terrestre.